Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Ivoire TV, bonsoir. Bienvenue à ce numéro spécial du Micro du Développement, votre émission qui parle de toutes les actions pouvant concourir au développement dans notre pays. Le Micro du Développement reçoit aujourd'hui deux experts dans le domaine du développement, donc des experts en développement. Nous avons M. Kwasi Edouard, il est coordonnateur national de l'équipe des experts de la JICA, qui veut dire tout simplement Agence japonaise de la coopération internationale. Monsieur Kwasi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Deuxième invité du jour, c'est monsieur Sylvanus Ngoran, chargé des comités de gestion de points d'eau au sein de l'équipe des experts de la JICA. Bonsoir, monsieur Sylvanus Ngoran. Monsieur, bonsoir. Alors, nous nous retrouvons ici dans ce cadre pour parler de développement. L'Agence japonaise de la coopération internationale JICA est dans la région de Gbeke depuis novembre 2013 dans le cadre d'un vaste projet de développement des ressources humaines pour le renforcement de capacités de l'administration locale. Alors, pour connaître la quintessence de ce projet, nous vous recevons ici sur ce plateau. Dites-nous exactement, commençant par vous, monsieur le coordonnateur, pourquoi vous avez porté votre choix sur la région de Gbeke pour la réalisation de ce projet? Ok. Encore bonsoir et bonsoir à tous les spectateurs de cette émission. Je voulais rappeler comme ça que le choix, il n'est pas fortuit ni hasard. C'est un choix qui a été opéré suite à la situation militaro-politique que notre pays a connue. Vous savez que toute administration a besoin de cadres et tout cadre a besoin d'un certain nombre de bagages, tant logistiques qu'intellectuels, pour pouvoir mener des actions de développement. Bouaké et toute la région de Gbeke ayant été frappée et touchée gravement au niveau de son administration, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Intérieur, a négocié ce projet avec le concours de la coopération japonaise, la JICA, pour pouvoir, un temps soit peu, rehausser ce niveau-là de cette administration-là. Voilà un peu ce qui a suscité ce choix. Donc c'est en grande partie dû à la crise militaro-politique qu'a connue notre pays. Voici un peu les raisons qui ont poussé l'État de Côte d'Ivoire à prendre et l'État du Japon. Vous venez d'énumérer quelques raisons qui ont poussé cette coopération à choisir la zone nord, la zone centre-nord pour ce projet. Alors, vous êtes deux experts sur ce plateau. Le deuxième, c'est M. Sylvanus Ngoran. Il est chargé des comités de gestion de points d'eau au sein de l'équipe des experts de la JICA. Alors, votre projet a un volet très important qui nous intéresse. Il s'agit de la composante infrastructure. En temps parler d'infrastructure, nous parlons d'hydraulique villageoise, nous parlons également d'éducation. Alors vous êtes chargé de la gestion de points d'eau au sein de l'équipe des experts de la JICA. Oui. Alors pourquoi est-ce que vous avez focalisé, votre action sur l'hydraulique villageoise? Merci M. Mbra pour l'opportunité que vous nous offrez pour pouvoir parler de développement dans la région de Gbeke. En effet, dans le projet, nous avons une composante importante qui est l'hydraulique villageoise. En effet, quand le projet s'est déployé dans la zone, il y avait un manque criard d'infrastructures dans la zone. C'est ce qui a fait que la composante japonaise, avec bien entendu le soutien du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, de pouvoir apporter son appui à l'administration afin de pouvoir améliorer l'approvisionnement en eau dans nos villages. D'accord. On parlait tout à l'heure de l'éducation également. Je crois que je vais m'adresser au coordonnateur national. Alors, l'éducation, pensez-vous que les actions menées par la JICA au sein de la région de Gbeke a pu avoir un impact positif sur l'éducation au niveau de la région? Avant toute chose, je voulais rappeler comme ça que pour nos auditeurs que
les différentes composantes de ce projet sont d'abord choisies sur la base des réalités sociales. Parce qu'une région qui sort d'une crise, évidemment, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, on a eu des problèmes en approvisionnement d'eau, mais également au niveau du système éducatif. Il faut reconnaître que la région a été sérieusement frappée. Donc voilà deux axes que le projet a voulu toucher. Mais comme on le dit, c'est un projet de renforcement des capacités. Il y a un existentiel qui est là. On a le ministère de l'Éducation nationale de la Côte d'Ivoire qui est là. Il y a déjà des écoles dans la région de Béké. Il y a un personnel au niveau des deux DRENET, au niveau des IEP. Et on a le comité de gestion de ces différentes écoles-là qui sont les COGES. Donc, le volet éducation de ce projet prend en compte un côté communautaire qui est les COGES, l'animation des COGES, et un autre côté qui est les infrastructures. Donc, voici les deux composantes de la grande ensemble éducation. Donc, maintenant, pour revenir à votre question, est-ce qu'il y a un impact? D'abord, il ne faut pas trop vite courir. Le projet, il est très jeune. Il a démarré en novembre 2013. Nous sommes au bout de la deuxième année. Il faut reconnaître que, comme pour tout projet, c'est à la fin de ce projet que nous allons sentir véritablement l'impact du dit projet sur l'administration en question et le résultat sur le terrain, c'est-à-dire au niveau de nos différentes populations. Pour le moment, nous travaillons toujours en bonne collaboration avec toutes les autorités de la région, que ce soit le corps préfectoral, que ce soit les communes, que ce soit le conseil régional, parce qu'il faut dire que c'est un projet de renforcement des capacités, mais qui tourne autour du système de décentralisation. La capacité pour nos collectivités territoriales à pouvoir se prendre en charge, de telle sorte que la décentralisation, qui est le pilier même du développement dans notre pays, puisse être une réalité. Et ça commence par ces renforcements des capacités. Donc c'est à la fin, avec un système de suivi et évaluation, que nous allons savoir clairement quel est l'impact, quel est le baromètre pour pouvoir mesurer sincèrement les acquis de ce projet-là. D'accord. Monsieur Sylvanus Ngoran, vous, à votre niveau, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les critères de sélection des villages, je veux dire, bénéficiaires ou des départements bénéficiaires de ce projet? Comment vous faites la sélection? Ok, la sélection des différents villages au niveau des villageoises, même de l'école, de la composante éducation, est faite selon des critères scientifiques. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes sur un principe où il y a des besoins. Il y a des besoins dans toute la région de Béké. Et les besoins sont tels qu'il faut aller pas à pas. Il faudrait aller partir de la nécessité vers les zones prioritaires. Et donc, sur un certain nombre de critères, comme la population, selon la grandeur de la population, selon l'accessibilité qu'on aimerait accroître, on a fait ces différents choix-là. Par exemple, une population de 1000 habitants qui n'a pas d'école, par rapport à une population qui a 500 habitants, vous comprenez qu'on partira vers un village qui a plus de 1000 habitants. Et voilà, c'est un peu dans ces critères-là. Donc, on a pris en considération la population, on a pris en considération, au niveau des écoles bien entendu, au niveau des villageoises, nous avons déjà des normes qui sont établies au niveau national. C'est-à-dire, au niveau villageoise, à partir de 100 habitants dans une localité, on peut faire un approvisionnement en eau potable. C'est-à-dire créer des pompes à motricité humaine déjà à partir de 100 habitants. Et quand vous êtes dans un village, par exemple, de 400 âmes, où vous n'avez pas de pompe, ce village devient prioritaire. Même à partir de 100 habitants, s'il n'y a pas d'infrastructure hydraulique, ce village devient prioritaire. Voici un peu les critères qui sont donnés, la population, le nombre d'habitants par village, et puis les infrastructures existantes. Sur cette base-là, nous faisons des choix. Un village, par exemple, qui a une pompe, deux pompes, une pompe, par exemple, si vous avez 500 habitants et vous avez un village de 100 habitants, il va sans dire que vous allez aller vers le village qui a 100 habitants pour qu'ils puissent avoir accès à l'eau potable. Et c'est ce principe-là qu'on aimerait inculquer, qu'on aimerait partager avec les collectivités afin qu'ils puissent faire des choix de façon sereine, de façon efficiente. Alors, parlons de priorité. Je remarque que vous avez des critères clairs, vous avez des bases bien définies pour pouvoir parler de priorité. Bien, moi, je siège au conseil régional. Mon village a besoin d'eau, mon village a besoin de salles de classe. Et nous sommes 50 dans notre village, mais je siège au conseil régional. Je viens, je vous demande
j'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'école dans mon village. Qu'est-ce que vous faites pour moi? Évidemment, c'est cette politique-là, c'est contre cette politique que le projet est développé en fait. On n'aimerait plus aller sur des bases politiciennes. Nous voulons aller sur des bases scientifiques. C'est-à-dire, avant tout développement de projet, il faudrait déjà faire une étude diagnostique pour savoir quel est l'état actuel en matière d'infrastructure. Sur la base des données recueillies sur le terrain, les priorités maintenant vont, des critères seront définis et sur la base des critères, des choix scientifiques pourront s'opérer pour que chaque village puisse, en fonction de sa capacité, en fonction de son besoin, bénéficier d'infrastructures. Et donc, le projet, nous pouvons dire qu'il vient en réaction à cette pratique-là, qui ne permet pas à toutes les communautés de pouvoir avoir accès aux biens de base. Donc, il n'y a pas de sensibilité. Il n'y a pas de sensibilité en la matière. Alors, M. Kwasi Edouard, vous êtes le coordonnateur national et le projet dans la région de Beket a démarré depuis novembre 2013. Un an après, quel bilan à mi-parcours vous pouvez nous faire au niveau des infrastructures? Ok. Je voudrais d'abord qu'on vienne sur un petit rappel. D'accord. Comme le nom du projet l'indique, c'est un projet de renforcement des capacités. Donc le volet infrastructure qui est dans ce projet-là n'est qu'un prétexte pour simplement permettre à nos agents et fonctionnaires des collectivités et aux différents autres partenaires du projet de pouvoir appliquer toutes les méthodes et méthodologies qu'on a eu à développer depuis le début de ce projet. Ce n'est qu'un prétexte technique. D'accord. Maintenant, si vous nous demandez, après un an, quel bilan nous pouvons faire, il faut reconnaître que les besoins sont nombreux. Les besoins sont nombreux. Le projet à lui seul ne pourra pas. Voilà pourquoi est-ce que nous sollicitons l'implication réelle de tous les partenaires de ce projet, c'est-à-dire les différents ministères homologues, que ce soit le MEMIS, qui est le ministère de l'Intérieur, que ce soit le ministère des Infrastructures économiques, le ministère de l'Éducation nationale, tous ces différents ministères du plan, tous ces ministères-là vont pouvoir s'impliquer, mais il va s'en dire qu'ils ne peuvent pas agir en dehors même du cadre de développement global qui est le PND, qui est le plan national de développement défini par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc c'est sur la base d'un certain nombre de tests que nous, sur le terrain ici, nous essayons de pouvoir relever ces capacités-là qui ont été sincèrement touchées par la crise et puis ces 10 ans de crise qu'on a eu en Côte d'Ivoire. À mi-parcours, est-ce qu'il y a un point de satisfaction? Oui, il y a plusieurs points de satisfaction. Et là, ce n'est pas de l'autosatisfaction, mais c'est des réalités que nous avons constatées. Parce que quand nous sommes arrivés, quand le projet est arrivé au début à Boaké, les collectivités n'avaient même pas des chiffres ni des bases de données. Bien sûr. Et c'est ensemble, avec l'équipe du projet, que nous avons parcouru quasiment tous les villages de la région de Beket, autour de 700 et quelques villages. Nous avons parcouru tous ces villages et nous avons élaboré avec les différentes collectivités, les agents des différentes collectivités, ce qu'on a appelé des plans sectoriels de développement. Voilà. Donc aujourd'hui, toutes les collectivités sont dotées de bases de données fiables, surtout fiables. Ces différentes bases de données-là doivent être actualisées chaque année, ce qui n'était même pas le cas. Même pas évident, mais même pas le cas. Aujourd'hui, il y a cette réalité. Pour une collectivité, avoir une base de données fiable est un outil de développement assez puissant. Parce que, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas implanter des infrastructures ou bien créer des systèmes de développement sans base de données. En ce moment, ce n'est plus objectif. Donc aujourd'hui, il y a cette satisfaction-là qui est là. Et il y a la capacité même de ces agents-là qui a été renforcée. Nous avons organisé une quarantaine de formations. À chaque étape du projet, nous avons organisé des ateliers de formation, nous avons eu des visites de terrain, nous avons eu des cas pratiques. Là même où nous parlons, nous avons des équipes qui sont sur le terrain ensemble avec des agents de collectivité pour essayer effectivement de toujours, dans le même cadre du projet, accroître leurs capacités. Donc nous pouvons dire que le projet a apporté beaucoup à la région de Beket. D'accord. Si vous voulez apporter un point additionnel à ce que le coordinateur vient de dire, il faudrait dire qu'en termes de connaissance de terrain, le projet a beaucoup apporté. Aujourd'hui, quand vous êtes avec les hommes des collectivités, ils vous disent que c'est clair que grâce au projet, aujourd'hui, ils connaissent les villages avec lesquels ils sont censés travailler. Ils ne connaissaient pas les villages au départ.
Alors, pour apporter le développement, il faut commencer par connaître d'abord les collectivités, les villages avec lesquels on doit travailler. Donc aujourd'hui, ça c'est une satisfaction. Et bien entendu, avec les formations aujourd'hui, en matière de communication, ils sont encore plus outillés parce que les agents de collectivité aujourd'hui, il faut le dire, ils viennent de diverses formations. Donc après les formations, on arrive à avoir une base homogène et des connaissances plus homogènes qui leur permettent de pouvoir travailler efficacement sur le terrain. D'accord. Après une investigation, nous avons noté que des entreprises proposent des prix très bas aux communes et au conseil régional pour pouvoir effectivement avoir des marchés. En témoignent les plis que nous avons, les plis ouverts au niveau de ces collectivités-là. Alors vous, en tant que JICA, en tant que, je peux dire, maître de ce projet, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir garantir la qualité des travaux? Merci pour cette question. Ce qu'il faut dire, quand des entreprises proposent des prix moindres par rapport à ce qu'ils doivent offrir, c'est eux-mêmes qui sont en danger. Parce que nous, au niveau de la JICA, nous avons des contrôleurs chantiers, nous avons des superviseurs. Et donc, dans tout le processus de construction, il y a des contrôles qui se font. Avant, par exemple, avant de faire une fondation, par exemple, nous sommes sur le terrain, nous contrôlons la qualité du béton, etc. Donc, les entreprises qui viennent, qui font des offres en deçà de la valeur, nous, elles sont en difficulté parce que nous contrôlons effectivement le cahier de charge qui leur est remis. Et donc, en tout cas, il faut dire, les entreprises qui font des offres, il faut les faire de façon sérieuse. Sinon, celles qui viennent juste pour s'amuser, mais dans le travail, elles en tirent les conséquences de façon pleine et entière. Alors, monsieur le coordonnateur, normalement, c'est par appel d'offres que les entreprises ont ces différents marchés. C'est ça. Alors, comment se fait l'appel d'offres au sein de votre Merci structure? pour cette très intéressante question. Je voulais rappeler comme ça qu'avant même d'arriver au niveau même de l'appel d'offres, on a eu plusieurs formations menées avec l'équipe des experts et la DMP. C'est quoi la DMP? La DMP, c'est la direction des marchés publics. Et c'est cette direction-là qui a vocation à écrire et à gérer tous les textes de loi relatifs aux passations des marchés en Côte d'Ivoire. Donc, c'est des experts de ces différentes structures-là qui sont venus et qui ont formé les agents des collectivités à comment passer un marché. Ça suppose qu'au sortir même de ces différentes formations et avant même la passation et les ouvertures des prix et autres appels d'offres, les collectivités déjà savaient qu'est-ce qu'on appelait un appel d'offres sérieux. Sur cette base, nous avons fait les appels d'offres. Les sociétés ou bien les compagnies ont soumissionné. Celles qui devraient être retenues ont été retenues, tant au niveau des infrastructures scolaires qu'au niveau de l'hydraulique. Voilà. Donc c'est une base et une certaine clarté parce que c'est la coopération japonaise. Voilà. C'est une structure tellement sérieuse que ces problèmes-là, nous ne les a pas connus. D'accord. Voilà. Monsieur le coordonnateur, oui. Je voudrais vous adresser cette question. Vous savez que votre projet va prendre fin. Oui. À la fin de ce projet, vous allez partir. Alors, quels moyens disposez-vous pour contrôler ou effectivement suivre les différentes infrastructures réalisées dans les différents départements de la région? Merci beaucoup. Effectivement, le projet a une durée de vie de 3 ans. Donc, le projet prendra fin en fin 2016. Mais on a réalisé ce projet et toutes ces infrastructures-là sur un territoire géographique qui est la région de Gbeke et qui est géré par les collectivités et d'autres autorités. Et c'est ces autorités-là qu'on a formées pendant 3 ans. Il va s'en dire que nous, quand nous partons, notre prière, c'est que toute cette connaissance que ce projet-là a apporté à ces collectivités, à cette administration locale-là, leur permette justement de pouvoir prendre soin. Parce que si c'est nous qui devrons contrôler en ce moment, le projet n'aura pas réussi. Mais le projet sera une réussite que lorsqu'à la fin de ce projet, ces infrastructures seront gérées entièrement par les collectivités et elles seules. Et si c'est bien géré, selon les critères et autres procédures qu'on a développées lors de ce projet-là, en ce moment-là, ça aurait été une satisfaction, une réussite. Donc, la réussite de ce projet viendra de l'appropriation par les collectivités et l'administration locale de tout ce qui a été fait dans le cadre de ce projet.
Donc vous avez donc fait sciemment en accompagnant avec le renforcement des capacités de l'administration locale. Justement, c'est le but principal du projet, comme je l'ai dit. On est venu, le projet est dans la région de Beké pour renforcer les capacités de l'administration locale, comme c'est indiqué là sur notre pancarte et notre banderole. Mais je voudrais rappeler aussi que les formations et autres renforcements des capacités ne se sont pas faits seulement qu'au niveau de la Côte d'Ivoire ou bien au niveau de la région du Beké. Nous avons envoyé des agents de collectivité, des autorités de très haut niveau, tels que quasiment tous les maires de la région, le président du conseil régional, monsieur le préfet des régions, des préfets des départements, des sous-préfets, au Japon et dans d'autres pays, notamment le Niger, pour justement s'imprégner des réalités de ce pays frère-là, qui est aujourd'hui à un stade très élevé du système de décentralisation. Donc, ce n'est pas seulement les agents des collectivités que nous avons formés, ce n'est pas eux seulement qui ont eu leurs capacités renforcées, mais c'est toute l'administration locale. Et quand on parle d'administration locale, il n'y a pas seulement que les autorités du Bouaké, même les autorités au niveau central, parce qu'on a envoyé des directeurs de cabinet de tous les ministères homologues de ce projet-là, et d'autres fonctionnaires de haut rang dans d'autres pays. Et à chaque fois qu'on organisait des formations, à chaque étape, on a des homologues au niveau central qui viennent en région ici, pour ensemble trouver des mécanismes de développement, des modèles, de telle sorte qu'au sortir de ce projet-là, toute l'administration locale soit outillée pour pouvoir mener à bien tout ce qui est comme politique de développement et décentralisation. D'accord. Monsieur Sylvanus Ngoran, nous allons maintenant parler en termes de chiffres. Vous nous avez parlé de l'hydraulique villageoise, vous avez parlé également des infrastructures au niveau de l'école. Alors, dites-nous en termes de chiffres, à combien on peut estimer toutes ces réalisations de la JICA? Toutes ces réalisations de la JICA, en termes de chiffres, je pense que la personne la mieux habilitée, c'est le coordinateur. Mais je vais d'abord plus ou moins donner le nombre d'infrastructures qui ont été réalisées. Comme on le disait tantôt, c'est vraiment un projet de renforcement de capacité. Parce que pour qu'il y ait développement, il faudrait qu'il y ait connaissance. C'est la connaissance qui va entretenir ce qui est fait, qui va permettre de soutenir ce qui est fait. Et donc c'est vraiment un projet de renforcement de capacité. Et les infrastructures viennent pour soutenir les formations théoriques qui ont eu lieu. C'est comme si nous étions à la phase théorique, on a travaillé, et puis après on passe au TD. Comment est-ce qu'on fait de façon concrète sur le terrain? Et de façon concrète, c'est des infrastructures qui traduisent nos TD ici. Au niveau de l'hydraulique villageoise, il faudrait dire qu'on a 20 nouveaux forages à construire, à raison de 2 forages par département. On a environ 51 PMH, pompes à moteur humaine, à réhabiliter, et on a 71 communautés de gestion de points d'eau à mettre en place. En termes de nombre concret au niveau de l'HV, voici ce qu'on peut dire. Au niveau de l'éducation, on a environ 11 écoles à construire dans les différentes communes de la région de Beké. D'accord, monsieur le coordinateur, monsieur Ngoran Sylvanus me donne donc l'autorisation de vous renvoyer la question en termes de chiffres, combien on peut estimer ces réalisations. On va épargner nos téléspectateurs des chiffres en détail, mais il faut savoir que c'est une enveloppe globale pour les 2 secteurs. Pour chaque secteur, par exemple, l'hydraulique villageoise, parce que quand on parle de l'hydraulique villageoise, comme il a dit tout à l'heure, c'est les nouveaux forages, mais aussi des réhabilitations de l'existentiel. De tout ce qui existait, on a fait des études et on a choisi un certain nombre de localités dans lesquelles on a décidé de réhabiliter des pompes hydrauliques. Mais en même temps aussi pour les nouveaux forages qui ont déjà commencé. Donc c'est une enveloppe globale qui tourne autour de 300 millions de francs CFA qui est allouée à l'hydraulique, rien que pour les infrastructures. Voilà. Parce que ce n'est pas seulement 300 millions, mais tout ce qui a été coût de renforcement des capacités, mais pour la construction et la réhabilitation de tout ce qui est infrastructure, c'est une enveloppe globale de 300 millions. Concernant l'école, c'est à peu près la même chose. C'est une enveloppe globale de 250 à 300 millions de francs CFA qui sont alloués. Donc c'est autour de 600 millions qu'il faut aller chercher un peu le coût de ces différentes infrastructures. Je suis tenté de vous poser la question de savoir est-ce que la JICA est bien connue sur le territoire national? Mieux connue, je ne m'aventurerai pas à dire cela parce que c'est une agence qui est assez discrète, mais parce qu'elle n'a pas été toujours en Côte d'Ivoire.
les différentes réalités politiques et sociopolitiques de notre pays ont poussé nos frères japonais à prendre du recul. Mais depuis leur retour, il faut dire que la JICA est beaucoup sur le terrain. En termes de renforcement des capacités, la coopération japonaise entretient aujourd'hui près de 3 à 4 projets, notamment le nôtre, et un autre projet de développement d'un secteur du riz à Yamoussoukro. Ils sont actuellement sur un autre projet pour le renforcement des capacités des agents de police, autour de 4000 agents. Mais je crois que petit à petit, la JICA est en train de se faire connaître en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la collaboration entre la JICA et les autres ministères en Côte d'Ivoire, la collaboration est-elle au beau fixe? Oui, c'est une très belle collaboration. Si je prends par exemple dans le cadre de ce projet, c'est la JICA au haut sommet qui est représentée par le représentant résident et le ministre de l'Intérieur qui définissent les grandes lignes de ce projet avec tous les directeurs de programme, directeurs départementaux, le directeur national même du projet. Donc, s'il n'y a pas de bonne collaboration, aucune administration ne peut produire des projets pareils. Donc, c'est justement au nom de cette belle coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon que ces différents projets-là sont implémentés dans notre pays. Chers téléspectateurs de Ivoire TV, sachez que vous suivez votre émission, le micro du développement, et nous recevons dans ce cadre 2 experts en développement. Il s'agit de M. Kwasi Edouard, il est coordonnateur national de l'équipe des experts de la JICA. La JICA entend par Agence japonaise de la coopération internationale. Nous recevons également M. Sylvanus Ngoran, il est chargé des comités de gestion de points d'eau au sein de l'équipe des experts de la JICA. Nous allons allègrement vers la fin de cette émission. Monsieur le coordonnateur, le citoyen lambda voudrait connaître la JICA et les missions qui lui sont assignées. Merci beaucoup. Je crois que, comme on l'a dit tantôt, la JICA, c'est la coopération japonaise qui est installée en Côte d'Ivoire, qui a son siège à Cocody, Nestlé, et qui réalise ensemble avec le gouvernement ivoirien à travers plusieurs ministères, plusieurs projets de développement et de renforcement des capacités au niveau de notre administration, tant au niveau central qu'au niveau local. C'est un partenaire assez puissant, puisque tout ce que vous voyez, c'est financé, tous ces projets sont financés quasiment à 99% par le Japon. Voilà. Donc, en termes d'impact, la JICA est représentée à travers plusieurs projets et à travers le monde entier. En Côte d'Ivoire, ici, ils sont ici. Et je pense que la JICA restera encore longtemps sur le territoire ivoirien. C'est ici que prend fin cette émission, chers téléspectateurs de Ivoire TV. Sachez que vous pouvez suivre cette émission sur le www.ivoiretv.net, la télévision, la radio, la presse de la diaspora ivoirienne aux États-Unis. Monsieur le coordonnateur Kwasi Edouard, vous êtes, je vais dire, coordonnateur national de l'équipe des experts de la JICA. Nous avons été très heureux en votre compagnie pour ce temps d'entretien. Également, M. Sylvanus Ngoran, chargé des comités de gestion des points d'eau au sein de l'équipe des experts de la JICA. Ça a été un réel plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau pour parler de développement. Auditeur de ivoiretv.net, c'est ici que prend fin cette émission. Gardons le contact pour la semaine prochaine.